Alors pendant cette installation, je vais vous expliquer un peu le principe de cette table ronde, qui n'est pas une table ronde, qui est plus l'envie de rencontre et de discussion. L'idée, c'est que nous allons faire justement cette image du pont jusqu'au bout. Nous allons donc faire une alternance entre les intervenants ici et des pitchs d'entrepreneurs qui auront donc été enregistrés en vidéo. Et donc, il y aura un petit signe pour lancer à chaque fois une série de pitchs en vidéo. Et puis, on reviendra à chaque fois sur les gens qui ont bien voulu être présents ce soir afin qu'on puisse échanger. Alors la thématique, elle est au départ promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Elle s'est vite transformée en plutôt essayer de comprendre quels sont les déclics, comment on peut justement s'engager, quelles peuvent être ces démarches d'engagement, quels sont les premiers pas que l'on peut faire. Et puis nous avons ici une belle brochette, si je peux me permettre cette expression, un tout petit peu inélégante, mais une belle brochette de ressources clés qui ont toutes et tous de l'expérience et une dynamique à pouvoir partager. Alors, plutôt que de faire un premier tour qui consiste à dire présentez-vous et puis on reviendra à la première question, je vais faire une démarche très simple, c'est que je vais laisser la parole à chacun, où chacun va se présenter, mais beaucoup plus au travers le déclic de l'engagement qu'il a pu avoir à un instant donné de sa vie. Et chacun va répondre évidemment avec sa personnalité, son expérience et sa trajectoire. Et donc, la grande question qui commence, c'est qui veut y aller en début ? J'y vais. Allez-y. Allez hop, le micro jaune. Armelle, bonjour ou bonsoir plutôt à toutes et à tous. Pourquoi on s'engage En fait, je vais être très honnête, il a fallu que quelqu'un m'y invite. J'ai pas du tout été précoce sur ces sujets. Très alignée dans ma propre entreprise, sortie des grandes écoles, donc très obéisseuse. Et puis au fond, il a fallu que je sois dirigeante et que je sois la première femme, par ailleurs mère de 3 filles, pour que mon président France de l'époque se tourne vers moi et me dise « Mince, le siège américain va nous dérouler un programme mondial corporate qui va nous tomber sur la tête pour se préoccuper de plus de diversité dans les rangs. Tu es la seule, c'est quoi le problème ?» Il était assez bienveillant pour que je comprenne que je n'étais pas le problème, mais je n'avais jamais regardé le monde comme ça. Je traçais ma petite route comme je pouvais et j'imaginais pas qu'il y ait des schémas, qu'il y ait des choses récurrentes derrière. En 3 mois, j'ai regardé, j'ai compris. En 6 mois, j'étais militante. Je le remercie encore. Et ça m'a permis de traiter cette intranquillité que j'avais depuis longtemps dans les rangs des grandes entreprises, qui est de, au fond, ça commençait à savoir mieux se poser la question de l'égalité des chances, on dit aujourd'hui, mais en tout cas de comment on fabrique la relève, à qui on tend le bâton, à qui on donne certains sujets, au nom de quoi. Et voilà comment je me suis mise en route. Il faut faire vite, non ? C'est ça, Jacques ? Très bien. Alors ça, c'est parfait. Si tout le monde pouvait suivre cet exemple-là, je serais très heureux. Qui veut prendre la suite ? Allez, on va alterner. Donc moi, l'engagement, il est venu, donc bien entendu, l'engagement de développer la position et la place des femmes dans le monde économique et particulièrement l'entreprise. En fait, il est venu du constat de performance, en fait. Moi, ma motivation, c'est la performance. Donc voilà, je ne suis pas là parce que c'est cool, c'est hype, c'est bien, ou j'ai été poussé par qui que ce soit. Je me suis aperçu, il y a une dizaine d'années, au moment où je commençais à avoir des positions de direction, qu'avoir juste une femme au milieu de 10 hommes, ça faisait changer le comportement des 10 hommes. Complètement. Et ils avaient une façon d'aborder les sujets, de se comporter qui était complètement différente. Et 2 femmes, c'était encore mieux, et puis 3 femmes, c'était encore mieux. Et donc, j'ai noté qu'un comité de direction, une organisation, une réunion où il y a une proportion de femmes qui est d'environ au minimum un tiers, si ce n'est au pire un quart, changeait complètement la donne dans le relationnel de la réunion, dans le début de la réunion, le contenu de la réunion et la conclusion de la réunion. Et bien entendu, tout ça se déclinant à l'infini sur la performance d'une entreprise. Donc moi, ma motivation, c'est la performance. Donc à chaque fois que j'arrive dans un nouveau poste, je découvre toujours la même chose parce qu'en plus, je travaille dans des entreprises plutôt d'ingénieurs. Donc là,
carrément collé à 15-20% de taux de féminisation issus des écoles de commerce. Après, on en reparlera sûrement au cours du débat, mais ça, c'est un autre... Des écoles d'ingénieurs, pardon, au cours du débat. Mais c'est un vrai sujet. Donc, à chaque fois... comité de direction, il y a une femme parmi 10, 12, 15, enfin bon. Et donc à chaque fois, ça a été une action permanente de faire monter des femmes et de développer. Et à chaque fois, la performance s'est trouvée meilleure. C'est un constat, voilà, c'est un fait. Et c'est ma motivation. À la limite, c'est peut-être la plus importante. Merci. Christine ? Oui, alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Mais enfin, moi, le déclic m'est venu il y a plus de 10 ans quand j'ai pris un nouveau job, que dans mon dos, on m'appelait quota. Parce qu'il y avait un mouvement de diversité dans mon entreprise. C'était un peu mon surnom. Donc, j'ai eu envie de prouver qu'on pouvait tout aussi bien faire. Je veux aussi dire que je fais partie d'un réseau qui s'appelle Twice chez Total. Donc, certaines de mes collègues sont là ce soir. Et nous avons à cœur de développer des réseaux d'entraide. Et puis, le troisième point, c'est aussi parce que, quel que soit le sujet, quel que soit le projet, moi, ce que j'ai aimé dans Led by Her, c'est que c'est particulièrement concret. Qu'on n'est pas là, ce soir on parle, mais derrière il y a de l'action. Cara a dit, il y a du mentorat, il y a des cours, il y a des choses qui se passent et des choses qui se réalisent. Et dans mon job, moi, qui est l'innovation, mon boulot, c'est d'aider les autres à se réaliser et à apporter de la valeur dans l'entreprise. Donc c'est le lien que j'ai trouvé entre ce projet et ce que je fais au quotidien. Voilà. Merci. Elisabeth ? Oui, avec plaisir. Bonsoir. Moi, je rejoindrais ce que disait Armelle, c'est-à-dire qu'à la base, je ne voyais pas du tout le monde à travers ce prisme. La représentation des femmes, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème, leur égalité des chances face aux professions. Donc, effectivement, je n'avais pas ce prisme-là. Et puis, quand j'ai intégré Google, j'ai rencontré une entreprise qui prenait à bras-le-corps, au contraire, cette problématique de la diversité. Quelle qu'elle soit, y compris celle de la représentation des genres. Et donc, ça m'a beaucoup incité à prendre part à ces actions. Et il y a un deuxième petit déclic qui est la rencontre avec notre précédente ministre des Droits des Femmes, qui est pour le moins inspirante sur ces questions-là, donc qui m'a aussi beaucoup motivée. Merci. Patrick, pour finir ? Eh bien, moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis auteur, réalisateur, je fais des films, j'écris des livres, et je travaille sur la question de l'égalité depuis longtemps. Et au départ, l'entreprise, moi, c'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est plutôt l'égalité, les rapports d'oppression, de domination en général. Et puis, évidemment, on a commencé à me dire, viens parler de ça dans l'entreprise, parce que la question se pose, et je me suis intéressé à la question. Et si je me suis intéressé à la question, évidemment, c'est parce que l'égalité, c'est très simple. Moi, je me demande pourquoi on se réunit pour parler de ça. C'est tellement simple. D'un point de vue arithmétique, c'est la chose la plus simple au monde. C'est 1 égale 1. Et puis, du côté des femmes, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'études qui montrent que les femmes, elles ont envie de se réaliser. Elles ont envie d'avoir des jobs, des salaires, d'avoir des initiatives, d'avoir du pouvoir même. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, il est où le problème ? C'est qu'il y a déjà des hommes qui sont dans la place. Et s'il y a des hommes dans la place, évidemment, ils ne vont pas tout à coup se dire, tiens, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans l'espace politique, que ce soit dans l'entreprise, ils ne vont pas dire, allez-y, il y a 200 000 ans qu'on occupe la place, mais allez-y, c'est vrai, on s'est trompé, allez-y, prenez la moitié de la place. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce qu'on appelle l'empowerment des femmes, ça nécessite le disempowerment des hommes. Et ça, évidemment, ça ne va pas se faire spontanément. Alors, je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement. Il y a une manière de raconter ça, il y a une manière de convaincre, sans doute, de donner du savoir, parce qu'il y a du savoir, il ne faut pas nécessairement faire une thèse sur le sujet, mais il y a du savoir sur la question pour essayer de convaincre. Et convaincre de quoi ? De convaincre qu'on a la chance, vous et moi, de vivre à une époque où il se passe la plus grande transformation anthropologique de l'histoire de l'humanité. Ça fait 200 000 ans que toutes les sociétés du monde fonctionnent selon le même modèle, et tout à coup, vous en êtes la preuve, les cartes sont rebattues d'une manière incroyable. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'hommes qui se disent mais pourquoi ça tombe sur moi ? Ça fait 200 000 ans que ça dure, il faut que ça tombe sur ma génération maintenant. Ça ne pouvait pas encore attendre 50 ans ? Non, ça se passe là. Alors, il y a aussi des hommes qui se disent c'est une chance formidable. Il y a un TGV qui est en train de passer à côté d'une petite gare. Alors, ou bien on est dans le TGV, ou bien on reste en tant qu'homme sur le quai de la gare et on se dit non, moi je suis ronchon et je veux faire de la résistance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans le TGV. Et donc, quand vous avez un coup de mou, dites-vous une chose, même si c'est dur, même si à un certain moment vous allez vous heurter au système, vous avez le vent de l'histoire qui vous souffle dans le dos. Et ça, il n'y a rien qui vous l'enlèvera.
Nous avons pu entendre qu'il y avait un vent de l'histoire, qu'il y avait un train, qu'il y avait des quais, il y avait des ponts, on est bien dans les transports. La question qui se pose, c'est que donc il y a une dynamique à établir. C'est-à-dire que si une fois qu'on a établi un pont, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je ne regarde pas les gens de l'autre côté, mais que je m'engage sur ce pont. S'engager, ça veut dire qu'à un instant donné, il y a quelque chose en moi qui fait que je peux avoir une confiance ou un besoin, comment ça peut marcher, qu'est-ce que l'environnement peut offrir à ces personnes qui sont dans la salle et qui sont entrepreneurs. Alors aujourd'hui, c'est selon votre expérience, selon votre pratique, qu'est-ce que aujourd'hui ces personnes peuvent attendre justement de ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des ressources qui peuvent exister ailleurs en termes de réseau, en termes de mobilisation de technologie. Donc il y a un certain nombre de moyens à disposition. Comment y aller? Quel pas faire pour aller vers ce nouveau monde, entre guillemets, et franchir le cap pour pouvoir traverser le pont? Elisabeth, peut-être? Ok. Merci. Moi, je peux parler de ce que je connais bien et de ce qu'on connaît bien ici. C'est effectivement le numérique. Alors, c'est génial parce que Raphaëla, elle a parfaitement compris les enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux en termes de recrutement des entreprises sur le numérique. Alors, vous êtes plutôt créatrice d'entreprise. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le numérique, c'est une formidable opportunité. En termes d'opportunités économiques, hein, bien entendu, on parle de plusieurs milliards, 100 milliards d'euros de contributions potentielles au PIB. Donc, tout le monde peut y prendre sa part. Alors, je pense que le gâteau, il peut grossir pour tout le monde et que, justement, les outils numériques sont un formidable levier quand on est créateur et créatrice d'entreprise, que c'est formidablement égalitaire quand on est derrière son écran et qu'on utilise ces outils pour sa propre visibilité, pour la visibilité de son entreprise et puis également pour aller chercher de nouveaux revenus. Je voudrais citer dans cette optique-là un mouvement qu'on a créé qui s'appelle justement Moteur de réussite française. Pourquoi ? Parce que on se dit qu'il y a besoin de voir beaucoup plus d'exemples d'entreprises traditionnelles, de petits commerces, d'associations qui utilisent le numérique pour se développer et qu'on manque de ces exemples en France. Donc j'en citerai peut-être deux pour, j'espère, vous inspirer, de créatrices d'entreprises qui, à la base, ne sont pas du tout tournées vers le numérique, mais qui ont pris le sujet à bras-le-corps et s'en sont servis. Il y en a une qui s'appelle Sentinelle, c'est une association sur le thème du cancer du sein. Et la femme qui est à l'origine de cela, elle a réussi à mobiliser 10 000 femmes autour d'elle qui ont eu un cancer du sein et qui sont là pour répondre à des questions et pour permettre de faire avancer la recherche. Sans le numérique, ça, c'est une histoire qui n'existe pas. Donc, c'est cet exemple-là, par exemple, on a souhaité la mettre en valeur pour qu'elle donne à d'autres associations, par exemple, ou à d'autres personnes, l'envie et surtout, oui, l'envie d'utiliser ces outils pour leur propre activité. Et puis le second, ça s'appelle l'exception. C'est du vêtement qui est vendu, alors qui est vendu en ligne. Et là, pareil, c'est un business qui, sans le numérique, n'existe pas. Elle a créé ça en 2011. Aujourd'hui, elle a 450 000 visites mensuelles. Le gap technologique ne doit pas être effrayant. Tous ces outils, ils ne sont pas très compliqués à manipuler. On ne parle pas d'apprendre à coder. Nous-mêmes, on a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver très facilement en ligne. Je pourrais vous donner le site à celles qui le souhaitent. Mais voilà, il ne faut pas être effrayé par ça, mais bien se dire comment je me sers de ces outils pour votre réussite. On a entendu aussi dans les discours, les pitchs d'entrepreneurs, il y a la notion justement de bien-être et d'épanouissement, la notion de réseau professionnel, mais aussi réseau personnel, intrapersonnel, interpersonnel, je ne sais pas comment on peut les appeler, parce qu'aujourd'hui, on parle même de networking, alors c'est toujours un terme un peu barbare, mais je pense que ce terme-là est quelque chose d'important et d'intéressant à mettre sur la table et à pouvoir peut-être démystifier, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur en disant développer votre networking, comme si c'était aussi simple que ça. Je pense que tout le monde le ferait. Et je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et en même temps, c'est peut-être plus simple. Qui est-ce qui voudrait prendre la parole? J'ai 2 personnes en ligne de mire, là, ou voire 3. Même une qui commence à regarder ailleurs. Mais je pense que son réseau personnel peut aussi être intéressant à évoquer. Comment vous voyez les choses en termes de, justement, d'accès à des réseaux qui aujourd'hui existent et comment les identifier, comment peut-être les approcher également? Je dirais que d'abord, c'est une somme d'initiatives individuelles
Donc, c'est bateau à dire, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un apporte sa compétence, son aide, son idée, sa créativité, ça va rebondir sur d'autres choses. Voilà comment moi je vois l'engagement de chacun. C'est pas des grandes choses, mais ça permet, moi je vois l'engagement au niveau des projets comme le ressenti par rapport à ces projets, ce que ces pitchs évoquent chez nous, ce que ça nous donne comme idée de nouveaux business et vers qui on pourrait les orienter. J'ai entendu des appels à des salles, à des cabinets, mais ça peut être aussi des appels à des compétences. Dans nos entreprises comme les nôtres, des compétences, il y en a beaucoup, et chacun peut apporter un peu de sa compétence pour donner son feedback à ces projets. Et c'est surtout pas quelque chose, à mon avis, qui doit être organisé, c'est quelque chose qui doit venir de soi. On a envie de donner une heure, on a envie de donner une idée, on a envie de donner un contact, une mise en relation, c'est ça qu'on doit faire et c'est ça qui permet au projet d'avancer. Enfin, à mon niveau, c'est ce que je pense. Moi, spontanément, j'ai des vignettes qu'on vient de voir. On a échangé avec Pierre rapidement. Il y a beaucoup d'accompagnement humain, soit ceux qui sont toujours à la porte de l'entreprise ou toujours à la porte de quelque chose, soit ceux qui viennent d'en être éjectés ou qui se posent la question, etc. Donc sur des segments de vie qui sont pas linéaires. Et au fond, les interlocuteurs de ces créatrices de projets, ce sont presque tous soit des patrons de toutes petites entreprises, soit des départements ressources humaines de plus grandes. Et en les écoutant les unes après les autres, ce que je me suis dit, c'est on va faire notre effort ce soir et on va mettre le meilleur de notre bon sens, de nos idées, etc., pour faire avancer ces trajectoires individuelles. Au fond, j'étais déjà en train, moi, de les rassembler et de me dire, passe la balle à ta voisine. Si la problématique de mon potentiel client n'est pas tout à fait la mienne, c'est peut-être celle de la suivante. Et spontanément, je voyais le maillage s'organiser entre elles. Et beaucoup plus que uniquement une trajectoire individuelle isolée. C'est peut-être quelque chose de complètement utopique, mais c'est ce que j'ai ressenti très très vite, puisqu'au fond, les interlocuteurs sont les mêmes. Et c'est ces réseaux-là qu'il faut craquer. S'il y en a une qui le craque, elle passe la corde à son voisin ou à sa voisine, non ? Moi, j'avais juste un petit commentaire sur la digitalisation, effectivement, le fait d'avoir des réseaux humains, sociaux, etc., qui permettent effectivement d'avoir une vie plus nomade, moins sédentaire, qui permet d'avoir effectivement la possibilité de gérer plusieurs tranches de vie pratiquement en même temps. Mais il y a quand même deux chiffres qui m'avaient marqué. Qui montre effectivement que la digitalisation, l'ubérisation peut profiter à la féminisation de l'économie. Je me rappelle, les deux chiffres, c'est le nombre de femmes qui gèrent des hôtels, c'est 15% en Europe, et le nombre de femmes qui s'occupent de Airbnb, c'est 50%. Donc une personne sur deux est une femme pour gérer effectivement la location Airbnb. Et dans les taxis, je crois qu'en France, le nombre de femmes qui ont une licence de taxi, c'est 3%. Et le nombre de femmes qui ont une formation VTC, c'est 14%. Donc ça veut dire véritablement que la digitalisation peut être un formidable accélérateur effectivement de la féminisation de l'économie. Des métiers plus valorisants aussi. Il n'y a pas que... Non mais je suis désolé, j'avais que ces chiffres en tête. Si vous en avez d'autres, ça sera avec plaisir de les citer. Mais déjà, ça montre... Je ne trouve pas que ce soit dévalorisant de gérer un hôtel ou de louer des chambres à la journée ou à la semaine. Un petit dernier mot avant de lancer les prochains pitchs. Alors, il se fait que moi, c'est une de mes autres obsessions, c'est la question de la non-linéarité. On est en train de passer d'une civilisation linéaire, où tout était linéaire, des pensées linéaires, où les récits, les films, les livres, tout était linéaire, à une société où, par la révolution numérique, mais pas seulement, les rapports humains, les productions, tout se construit de manière de plus en plus non linéaire. Et je pense que les deux révolutions, si elles arrivent en même temps, c'est pas tout à fait un hasard et c'est une chance. C'est une chance parce qu'elles peuvent se renforcer. Alors moi, je suis fasciné par tout ce qui est production collaborative. Regardez par exemple la plus grande encyclopédie au monde. Elle a été produite de manière collaborative. La voiture, une des plus performantes au monde et la plus rapidement produite au monde, elle s'appelle Wikispeed. Elle a été produite de manière collaborative avec des gens qui sont aux quatre coins du monde, qui ne se sont jamais rencontrés physiquement.
politiquement. Mais il y en a un qui a dit, moi je suis spécialiste des roues, moi je suis spécialiste du moteur, moi je suis spécialiste de ceci. Et ces gens en réseau, non pas en gardant leur savoir, leur savoir-faire, leurs idées, pour moi en disant, moi je vais garder mon idée, puis je vais faire ma petite entreprise, et puis quand j'aurai un peu de sous, je vais engager une personne. Ils se sont mis en réseau, et c'est parce qu'ils ont travaillé en réseau, évidemment grâce aux technologies d'aujourd'hui, qu'ils ont réussi à faire ce que l'industrie, avec tous les moyens, avec tous les capitaux, avec tous les ingénieurs qu'elles ont à l'intérieur, n'auraient jamais réussi à faire. Et ça, je pense que c'est un très bel exemple pour vous qui menez les projets que vous menez. On est toujours sur le pont, on commence à avancer, on voit qu'avec les moyens technologiques, on avance plus vite, on est dans un esprit un peu collaboratif, on va essayer de transformer les choses, et ça y est, on est pratiquement en train de voir l'autre en face, qui est aussi de l'autre côté du pont, et donc on s'imagine ce premier contact. Vous qui êtes là, quels conseils vous pouvez donner par rapport à ce premier contact? Derrière cette question un peu alambiquée, c'est déjà, on parle d'entrepreneuriat féminin. Déjà, moi, je voudrais savoir s'il y a une spécificité du côté féminin par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que ce n'est pas une problématique finalement qui touche tous les entrepreneurs? Et la deuxième question qui est derrière, par rapport à cette préparation, on voit bien que si on s'adresse à quelqu'un qui est sur le quai et pas dans le train, on ne va pas avoir beaucoup de répondants ou on va avoir un mauvais répondant. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête pour aborder ce premier contact et savoir comment parler, à qui parler, quoi dire, quels sont les arguments que l'on doit mettre en avant. J'ai entendu au départ, et je vais laisser la parole comme ça à tout de suite Pierre, par rapport à la notion de création de valeur. Par rapport à l'entreprise, je pense que ça peut être une première démarche. Ensuite, on reviendra progressivement sur d'autres thématiques. Bon, c'est difficile de trouver des différences entre l'entrepreneuriat féminin et masculin, parce que je pense que les femmes et les hommes sont égaux dans la qualité professionnelle qu'ils peuvent avoir, franchement. Il y a peut-être une différence liée à la culture et au poids des traditions et de l'éducation qui pèse très lourd, vous le savez toutes et tous. C'est que peut-être l'échec de l'homme est plus difficile et plus cuisant. La femme, du coup, peut-être va prendre un peu plus de risques, va aller un peu plus de l'avant qu'un homme qui va peut-être avoir la main sur le frein, ou sur le frein à main. Donc ça, c'est possible. Il est vrai qu'il y a un enthousiasme. On le voyait bien dans les vidéos. Je pense qu'on ferait le même exercice avec des hommes. On verrait des différences. On noterait des différences. Il y a un allant, moins de peur de l'avenir, une prise de risque, comme on dit, une risk aversion, c'est chez les anglo-saxons, qui est moins importante chez la femme que l'homme. Et ça, je pense que c'est une caractéristique. C'est une caractéristique. C'est pas obligatoirement une différence. Après, dans l'égalité face à des VC, des entrepreneurs, des concurrents, de jeunes recrues, il n'y a pas de différence. Enfin, j'ai jamais vu de différence entre les hommes et les femmes dans la façon de gérer, etc. La façon d'aborder les sujets, la façon de s'exprimer, la façon de passer des messages peut être parfois différente. Il y a une sensibilité qui est différente, mais la façon d'aborder les sujets et d'avoir une intelligence sur les sujets est à peu près la même. C'est vraiment sur le risk aversion qu'il y a peut-être un avantage féminin. Armelle? Oui, je ne sais pas s'il y a une différence parmi les femmes, mais en tout cas, les chiffres nous montrent quand même une différence implacable, assez terrassante sur la réalité des femmes chefs d'entreprise. Elles ne sont que 28% en France. On leur prête moins. Les entreprises meurent plus vite, durent moins longtemps. Et je lisais la semaine dernière une enquête qui a été faite auprès de fonds, donc d'investisseurs, on va le dire comme ça, de private equity dans la Silicon Valley, où ils ont fait un test. Ils ont fait réciter le même pitch, il n'y avait pas l'image, par une voix de femme et par une voix d'homme. Et ils les ont fait entendre, donc en audio seulement, par les plus grands fonds d'investissement de la Silicon Valley, donc en Californie, là où on a, Google ne me détrompera pas, une effervescence en termes de création d'entreprises. Le même sujet, la même chose, par une voix d'homme et une voix de femme. 2/3 donnent de l'argent aux hommes. Enfin, à la voix d'homme, pour le même projet. Pour exactement le même projet, dit de la même façon, avec le même texte, les mêmes virgules, etc. C'est juste le son de la voix qui change. Donc, je ne sais pas si... C'est les hommes ou les femmes qui écoutaient? Les hommes écoutaient. Alors, il se trouve qu'effectivement, dans ces grands fonds,
très très peu, un pourcentage infime, il faudrait que je le retrouve, je vous retrouverai d'ici la fin, sont dirigés par des femmes eux-mêmes, et même parmi les associés qui sont à la table de décision, parce que c'est quand même leur argent, qu'ils mettent pour alimenter les entreprises, il y a très peu de femmes aussi. Je ne sais pas comment on peut expliquer ce biais-là, mais en tout cas, ce que l'on voit en termes de chiffres, c'est que même si elles disent la même chose, elles ne sont pas entendues de la même façon. Ça, c'est absolument implacable. Après, sur le dernier point sur le risque ou l'aversion au risque, moi, j'ai pas les mêmes lectures, en tout cas, indépendamment de l'intuition. J'en discutais, par exemple, avec le patron de HEC Grande École qui essaie d'expliquer pourquoi il y avait toujours un tout petit peu moins de filles qui intègrent les concours, alors que c'est des matières très étalées. Il y a de la science, il y a des sciences sociales, il y a à peu près de tout. Et qui avait une hypothèse intéressante sur le fait que pendant qu'ils sont à l'école, les garçons font beaucoup de paris et beaucoup d'impasses, y compris quand ils préparent des gros examens, des concours, etc. C'est-à-dire, à un moment donné, ils font l'impasse sur certaines matières, ou certains chapitres de certaines matières, et puis ça passe ou ça casse. Quand ça passe, c'est merveilleux, puis ils ont bien bossé. Puis alors, parfois, il y a un trou. Et par contre, les filles avaient plutôt tendance à tout labourer, à s'épuiser, à tout labourer, un peu, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à travailler avant le poteau d'arrivée. Et en termes de risque, je regarde aussi les statistiques des assureurs sur la façon dont les femmes achètent des assurances, ou les hommes qui sont leurs clients achètent des contrats d'assurance. Et les femmes sont celles qui surachètent tout ce qui est du registre de la protection, avec une aversion au risque importante, protection bien entendu de la maison, de la famille, des biens, quand il y en a, et des activités beaucoup plus que les hommes. Voilà. Donc en termes d'aversion au risque, sur les quelques études que j'ai lues, c'était plutôt une surprudence des femmes et une surconfiance des hommes. Est-ce que... Oui, allez. Vas-y. Alors, plusieurs choses peut-être. D'abord, malheureusement... tout ce que vous décrivez, ce sont ce qu'on appelle les représentations, les stéréotypes, qu'on a tous en fait en tête. On se représente tous un objet, une personne avec certaines caractéristiques. C'est comme ça que notre esprit fonctionne. Simplement, il faut le plus possible en avoir conscience. Et c'est en ayant conscience de ces représentations mentales qui font qu'on pense qu'une femme, c'est plus protecteur ou qu'un homme, c'est plus agressif, que sais-je encore, qu'on peut se prendre de la distance par rapport à ces représentations et à ces stéréotypes. Et je pense que c'est fondamental. Et parce que ce que j'ai envie de dire aux femmes et aux hommes qui sont là, c'est que si on s'arrête à ces chiffres, on est juste déprimé et puis on se dit que ça sert à rien parce que finalement le monde de la finance est tenu par des hommes, le monde politique est tenu par des hommes. Enfin bon, et en réalité, encore une fois, je pense que ce travail de l'égalité, de la mixité, il passe par les hommes et par les femmes. Donc que les femmes aussi luttent contre leur propre représentation inconsciente de « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi ». Donc encore une fois, le numérique, par exemple, c'est un formidable levier. Et pour terminer sur ce qu'on peut faire. Il y a plein de lieux à Paris, donc profitez-en parce que c'est pas toujours le cas en province, par exemple, c'est moins le cas. Il y a une concentration à Paris de lieux qui peuvent vous accueillir. Évidemment, plutôt avec que votre projet, il ait besoin à un moment ou un autre du numérique parce que ce sont des lieux qui ont été portés par des start-up historiquement et qui ont eu besoin de se regrouper parce que prendre des immeubles à plusieurs, c'est moins cher, parce que travailler à plusieurs, c'est plus intéressant, ça favorise mieux les idées. Et donc, ces lieux-là existent, vous pouvez tout à fait y accéder simplement. La plupart du temps, c'est gratuit. Quand c'est payant, c'est très peu cher. Et vous y trouverez d'autres personnes et des ressources pour vous accompagner dans vos projets. Donc ça, je pense que c'est concret et pas compliqué à mettre en œuvre. Et un dernier point, sur le networking, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire, mais quand je vais à un événement où quand je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, je me force à aller vers les gens et ça marche. Et on rencontre des gens. Et c'est comme ça aussi qu'un réseau se crée. C'est en allant vers les autres, tout simplement, quoi. En matière de network, je lisais l'autre jour les conseils d'une jeune start-upeuse française qui disait un truc super simple, qui disait
quand je suis invitée quelque part ou s'il y a l'occasion d'aller quelque part, je ne sais même pas si je suis libre ou pas, je dis oui. Donc déjà, je témoigne ma bonne volonté. Alors après, parfois, je suis obligée de rétro-pédaler parce que je ne suis pas libre, machin, etc. Mais je dis oui, je lève la main, je me signale, peu importe ma disponibilité et d'ailleurs mes moyens d'y aller si il faut traverser Paris et que je n'ai pas les moyens de le faire. Donc je trouve comme ça qu'il y a une façon d'aborder le monde sur lequel on peut se fermer les portes toute seule ou tout seul d'ailleurs, en étant plus spontané et plus optimiste. Oui, moi je rebondis aussi là-dessus pour dire qu'on a parlé d'intelligence collective et collaborative. C'est vraiment, il faut multiplier les réunions, les rencontres, les points de contact. Nous, on le fait tous les jours quand on rencontre des startups et on renvoie des questions, même des réponses ou des suggestions. Et le meilleur moyen de commencer à éprouver son projet, c'est d'en discuter et d'avoir des réponses des gens qui seront peut-être vos futurs clients ou vos futures clientes ou des gens qui ont déjà œuvré dans des domaines similaires et qui peuvent donner à la fois des conseils et aussi des adresses. Donc arrive la dernière ligne droite de cette table ronde. Le principe de base, c'est qu'on était parti sur l'entrepreneuriat féminin. Et si on a pu voir un peu un certain nombre d'éléments qui sont apparus dans la discussion, finalement, on est dans l'ère de la transformation. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a une transformation qui se fait, il faut y participer, il faut y contribuer, sinon on reste sur le quai de la gare, sinon on y rate quelque chose, on rate le fait de pouvoir faire des rencontres magnifiques. Donc je voudrais faire un dernier mot avec l'ensemble des participants en posant cette question. Si j'ai bien compris, aujourd'hui il faut être entrepreneur du changement, pour reprendre une expression que certains connaissent. Et donc voilà, c'est par rapport à la notion d'engagement, il faut être acteur, mais aussi auteur de son engagement et être entrepreneur du changement. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est être entrepreneur du changement et comment vous le manifestez au quotidien? Peut-être pas, mais comment vous le manifestez en tout cas. Qui veut prendre la parole? Je vais répondre. Allez-y. D'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous parlé du pas à faire, des choses à donner, des compétences à donner. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui a un projet, j'en retire autant que ce que je peux lui apporter. C'est-à-dire que c'est d'abord un échange. C'est pas simplement je donne, mais aussi je reçois. C'est-à-dire que tous ces projets-là, d'abord j'ai appris, ça m'a donné des idées, ça m'a donné envie de donner des idées, mais ça m'a aussi apporté. Déjà, ça c'est une première chose. C'est ça ce que je conçois de l'entrepreneuriat, de ce qu'on est comme acteur du changement. Voilà, c'est un peu le message que je voulais dire. Ensuite, parce qu'on l'a dit, on le répétera, c'est collectif et que chacun est acteur du changement. On a tous des valeurs différentes et c'est ensemble qu'on arrivera à vraiment construire de la valeur. Il n'y a rien d'autre de plus simple à dire. Bon, faut oui, chacun va y passer, donc allez-y. Je dirais à une échelle individuelle, tout le monde veut le changement, mais changer, ça fout la trouille. Sauf si on a vraiment quelque chose. Voilà, si on a le fusil dans le dos. Et en fait, la peur se dilue dans l'action. C'est le premier pas qui compte. Et Chiara l'a magnifiquement dit tout à l'heure, peu importe si on sait vraiment le nombre de pas qu'il y a derrière, mais la peur se dilue dans l'action et la peur se dilue à plusieurs, comme le dit Christine. Et puis... à un niveau plus macro, ça va vous paraître très très loin, mais je suis très heureuse d'avoir convaincu Pierre Gattaz au MEDEF. Moi, je contribue au MEDEF pour œuvrer à déringardiser le MEDEF. Et il a pris la balle. Et en octobre, il a pris l'étendard pour lancer le mouvement des patrons champions du changement, qui sont ces patrons et ces patronnes qui croient fondamentalement que c'est les équipes qui transforment tout. Je leur ai donné comme exercice obligatoire au départ, acte 1, saison 1 du patron champion du changement, la mixité, les équilibres femmes-hommes, parce que si on ne sait même pas brasser des équipes avec la moitié de l'humanité qui sont des femmes, l'autre moitié de l'humanité qui sont des hommes, à quoi peut-on prétendre sur les autres formes de différence et les autres formes de singularité? Mais c'est un mouvement qui me fait plaisir parce qu'ils ont été 50 à lever la main, hommes et femmes, plus d'hommes, statistiquement les patrons sont plus des hommes. Et surtout, ils sont très précis sur le sujet, y compris sur le thème. On est 50 premiers à se lancer, on va en recruter d'autres, mais vous ne me prenez pas machin parce qu'il est bidon sur le changement. Donc ils sont très très précis et très ambitieux sur ce que ça veut dire au juste. Mon espoir là-dessus, c'est que ce soit une vague qu'on n'arrête plus. En fait, la tâche est très
très enrichissante, mais assez énorme. Donc moi, j'ai choisi mon combat, c'est de faire que de plus en plus de jeunes filles embrassent la technicité, le monde de la technique. On a vu Sandra, mécanicienne. Voilà, ça c'est génial. Donc aujourd'hui, les BTS, c'est 15% de femmes, enfin de jeunes femmes, les écoles d'ingénieurs, 20%. Pourtant, il n'y a pas de fatalité, puisque en Inde, c'est une femme sur deux, enfin un étudiant sur deux est une femme. En Chine, 33% des BTS, l'équivalent ou des écoles d'ingénieurs, sont trustés par des jeunes filles. Donc il n'y a pas de fatalité. En Europe, on est calé sur 10 à 20%. Donc le combat, c'est quoi? C'est que toutes les femmes que je fais évoluer dans mon organisation, que je fais monter, je leur demande de participer à des associations, Stronger, Passeport Avenir, etc., pour éduquer des jeunes filles, pousser les jeunes filles, dès le collège, dès le lycée, à faire des études techniques, quel que soit le niveau, mais techniques. Rentrer dans le monde de la technicité, c'est absolument essentiel. On en a vraiment besoin. Et c'est ce combat que je me suis donné depuis quelques années. Et petit à petit, ça bascule parce que la psychologie, tu seras un ingénieur mon fils et tu feras du marketing ma fille, ça reste encore dans les familles. Et ça, il faut absolument que ce soit les jeunes filles elles-mêmes qui, face à cette prise de risque, justement, aillent vers ce monde-là. Et ça marche si la réciproque est vraie. C'est-à-dire si Billy Elliot peut faire de la danse classique sans se faire tabasser par son père. Tout à Pareil. fait. Mais j'ai choisi ce combat-là. Maintenant, tu peux choisir l'autre combat de faire danser. Je pense. Le monde marche à deux. Moi, je dirais être entrepreneur du changement en continuant à se former tout au long de la vie. Alors voilà, encore une fois, tous les moyens sont aujourd'hui disponibles, quel que soit le sujet, j'ai l'impression, sur lequel on souhaite se former, mais ça me paraît important. Et mon engagement à moi, c'est de faire en sorte que les femmes ne restent pas sur le bord du chemin numérique. Donc voilà, tout type de femmes, quelle que soit l'origine, l'âge, parce qu'on sait que voilà aussi il y a le digital gap ou le digital dividende, ça dépend comment on veut l'appeler, mais voilà, tout le monde peut parfois, enfin certaines personnes plutôt peuvent rester à l'écart, et donc c'est important de faire des choses dans ce sens. Voilà. Un petit dernier mot de conclusion. Oui, alors moi, j'ai envie de vous dire, soyez révolutionnaires. Il y a une question qu'on se pose très souvent, on l'a posée ce soir d'ailleurs, c'est quelles seraient les particularités de l'entrepreneuriat au féminin? On ne se pose jamais la question de la particularité de l'entrepreneuriat au masculin. On ne se pose pas la question. On considère que c'est un point neutre à partir duquel on réfléchit, par rapport auquel on observe. Vous seriez différente par rapport à quoi? Par rapport à une norme. Or, cette norme, je vous le disais tout à l'heure, elle fonctionne selon un modèle de civilisation parfaitement linéaire. Regardez comment fonctionnent les entreprises, comment fonctionnent les institutions, comment fonctionne le monde politique. Tout ça a été créé par des hommes, pour des hommes. Regardez, c'est toujours la même pyramide. Ça ressemble au système de l'armée, avec le général, et puis les colonels, et puis les généraux, et puis ça diminue comme ça. L'entreprise, c'est la même chose. Vous avez un PDG, puis un conseil d'administration, des COMEX, etc. C'est le même fonctionnement d'une société, il faut le regarder en face, qui est en train de s'écrouler, qui n'est pas morte, mais qui est mourante. Et donc le modèle, c'est pas un modèle dans lequel vous allez vous incruster en tant que femme en vous faisant une petite place. Non, c'est un modèle que vous allez inventer. Et je vous parlais tout à l'heure de collaboration. Ça, je pense que c'est quelque chose qui sort de ce modèle, le masculin, linéaire, vertical. La collaboration, et justement avec cette concomitance de la révolution numérique qui nous est offerte aujourd'hui, il faut la saisir. Imaginez un peu que vous êtes plus ou moins 150 dans cette salle. Eh bien que 150 personnes se disent, selon l'ancien modèle, très masculin, très vertical. Ah, moi, je viens là pour avoir les infos, pour trouver les bonnes personnes, et alors, pousse-toi, je veux la carte de visite de celui-là, etc. Chacun pour soi. Et puis, on rentre chez soi. Un modèle. L'autre modèle, c'est de se dire, on est 150, on va créer, peut-être que ça existe déjà, j'en sais rien, une page en réseau, un lieu d'échange, où tous les jours, on donne un quart d'heure, pas pour parler de soi, pour vendre quelque chose, mais pour échanger. Alors, il y en a une qui a une inauguration, l'autre qui a un spectacle, l'autre qui a un autre truc. Et on échange, on se force à échanger tous les jours, avec un but, non pas de réussir soi, parce que ça, on le fait à longueur de journée, mais avec le but de se dire, dans les 150, il y en a un maximum qui doivent réussir. Et c'est ça que je fais quand je vais sur ce réseau. C'est évident qu'avec cette technique-là,
Il y en a beaucoup plus qui vont réussir. Pourquoi? Parce qu'il y en a une de vous qui aura un frère qui va ouvrir un restaurant, qui aura envie de décorer avec des lampes en forme de calebasse. Ah, mais dans le réseau, j'ai entendu qu'il y en avait une qui faisait des lampes en forme de calebasse. Eh bien voilà, justement, je parlais avec elle hier. Et voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est vous qui allez inventer un modèle. Et donc, soyez révolutionnaires. Ne suivez pas un modèle qui vous est imposé. Réinventez-le et réinventez-le avec les techniques d'aujourd'hui. Que dire de plus que simplement, allons-y. Merci à tous ceux qui ont participé à cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois.